Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 5 mars 2026, avec le réalisateur Timothée Zurabichvili, auteur d'un premier roman remarquable alliant maîtrise narrative et force émotionnelle dans une forme proche du cinéma et intitulé Plomb, publié chez Sabine Vespizer. L'échange était mené par Clara Leprince. Bon, du coup, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci Timothée Zurabichvili d'être avec nous. Merci à son éditrice Sabine Vespizer qui est présente aussi. Du coup, on vous reçoit pour votre premier roman, Plomb. Vous avez d'abord fait des études d'art visuel à Genève et après vous intégrez la FEMIS où vous suiviez le parcours de réalisation. Vous avez déjà réalisé plusieurs courts-métrages et un documentaire. On va peut-être commencer par là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Des courts-métrages en eux-mêmes ? Ouais. Ça marche, ça ? Ça marche ? Ok, d'accord. Ouais, j'ai fait des courts-métrages dans le cadre des études, quoi. Et c'est à travers ça qu'est venu le livre, en fin de compte. Ok. Puisque le dernier court-métrage que j'ai fait est en fait la base du roman et que j'ai conjointement développé, dans le sens où ce film se passait en Corée du Sud. Et donc j'y étais pour la pré-production dans un premier temps, et c'est à ce moment-là en fait que est venu le roman, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et du coup, vous les avez travaillés conjointement, à la fois le court-métrage et le livre ? Ouais. C'est-à-dire que en fait, donc je devais faire du travail de mise en scène, quoi, le truc du ciné, et c'est un film où il y a pas de dialogue. Et je savais que ça pouvait potentiellement être un endroit où j'allais rencontrer des difficultés, c'est-à-dire comment diriger les acteurs, quoi leur dire, puisque ça allait beaucoup se jouer sur leur gestuelle, sur leur comportement, etc. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que tu devrais essayer de faire un truc que tu te refuses d'habitude à faire, parce qu'en cinéma, on fait beaucoup, il y a beaucoup ce truc de la psychologie des personnages et tout, qui sont des choses avec lesquelles peut-être moi j'ai de la difficulté, parce que je vois pas exactement ce que ça peut vouloir dire et comment ça transparaît à l'écran notamment. Et du coup, je me suis dit, peut-être faire cet exercice de au moins poser un tout petit peu ce qu'ils ont en tête pour ensuite leur donner à lire et qu'ils aient une idée vraiment plus précise de qui étaient les personnages. Parce que dans le film, en fait, on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, etc. Et donc, pour les acteurs, il y avait aussi cette zone d'ombre, quoi, par rapport à d'où ils venaient et qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et donc, du coup, c'est l'exercice que je me suis donné. Et comme ça, j'ai écrit 2 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était très bien pour eux, mais que c'était aussi pour moi quelque chose qui me plaisait et sur lequel j'avais envie de continuer. Et donc, en fait, c'est fait comme ça. Et puis, j'ai continué à écrire et ça a donné le roman tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de le publier par la suite ? Simplement le fait que j'ai toujours un peu écrit. Bon, après, sous des formes diverses. Ça n'a jamais été que simplement soit de la fiction, soit du scénario. Donc une écriture plus technique. Et simplement, j'avais le sentiment que, à travers ce que j'avais écrit là, je voyais pas comment je pourrais faire mieux. J'avais vraiment le sentiment d'avoir tout mis, en tout cas, tout ce que j'avais pu penser et réfléchir avant. J'avais l'impression que tout était présent. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de voir si ça peut fonctionner. Et c'est pour ça que, du coup, je l'ai transmis à Sabine Vespizer. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Vous êtes tout de suite allé vers Sabine Vespizer ? Ouais, parce qu'en fait, je savais que c'était une éditrice que ma mère aimait beaucoup. Okay. Et du coup, je me suis dit, on va peut-être commencer par là, voir, oui. tâtonner, quoi, parce que de toute façon, c'était pas
c'était pas un plan de base en fait d'écrire ou quoi, donc je me suis dit bon bah allons-y tranquillement et puis en fin de compte ça a fonctionné, Oui, donc pourquoi pas. donc voilà, c'est ça. Non, c'est pour ça que je me suis dit écoute, maintenant que ce truc est là, que toi t'en es content, etc. Bon bah il faut faire ce que tu dois faire quand t'as fait un truc comme ça, c'est-à-dire le présenter, le donner à lire, etc. Et bah j'ai eu cette chance qu'elle m'a donnée quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le roman ? Oui, bah le roman donc qui s'appelle Plomb, il raconte l'histoire de deux jeunes gens qui en fait ont un enfant ensemble, on pourrait dire par accident, et qui décident, c'est assez compliqué et on le comprend en le lisant, qui en tout cas, conjointement prennent la décision de le tuer. Donc voilà, c'est ça l'histoire du roman, on va dire. D'ailleurs, très tôt dans le livre, il y a des indices sur le drame, ou plutôt les drames à venir. Est-ce que... oui, du coup, vous l'avez un peu dit, mais la structure du récit en tant que tel, c'est venu tout de suite ou c'est venu un peu sur le tas ? Non, c'était assez naturel, dans le sens où j'ai pas tant pensé à la structure, voire jamais. Enfin, j'ai jamais replacé des morceaux à d'autres endroits ou des choses comme ça. Et parce qu'en fait, à chaque fois, il s'agissait, puisque à l'origine, l'idée était de dire aux acteurs pas tant en fait ce qu'ils avaient en tête, mais la manière dont ils voyaient l'autre, que en fait, c'était un espèce de En fait, c'est comme un dialogue entre deux personnes qui se parlent pas. C'est-à-dire simplement, il y en a un qui pense ça de l'autre, et ensuite je me disais bon bah maintenant il faut que l'autre lui réponde dans sa tête, et ensuite il faut repasser à l'autre. Et il est temps de repasser au premier, etc. Et donc non, ça c'était naturel comme ça. Du coup, dans le roman, on est donc dans les pensées de chaque personnage, et on est à la troisième personne. Est-ce que c'était important pour vous que ce soit la troisième, un peu pour mettre une certaine distance ou pas ? Ben non, je dirais j'ai un peu du mal avec la première personne. Okay. Enfin, je sais pas, ça a jamais été quelque chose qui me plaisait énormément. Après, c'est vrai que ça paraît souvent être une façon assez évidente, facile de raconter les choses quand il s'agit d'affaires intérieures, etc. Mais non, j'ai l'impression qu'il y avait la nécessité de les... Je sais pas comment dire, de créer une distance, en fait, comme s'il y avait une espèce de vitre, comme un aquarium, en fait, et qu'on les observait de loin. Je pense que ça aussi, ça vient peut-être de l'écriture scénaristique aussi, où en général, du coup, on n'est pas autorisé à faire de la première personne. Et donc, non, ensuite, il y a un passage à la première personne dans le livre. Oui. Mais ça pareil, était un besoin évident qui n'était pas directement de l'ordre de ce dialogue entre les deux, mais qui était plus lié au fait que, je sais pas, à ce moment dans le livre, j'ai eu le sentiment où j'ai senti que là, il y avait besoin de respirer d'une certaine manière et qu'on avait besoin vraiment à un moment de se confronter peut-être au plus profond. Je sais pas, pourtant, c'est pas un moment qui dit les choses les plus essentielles. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait besoin de laisser la place vraiment à de l'expression la moins filtrée possible, quoi, je dirais. Donc la première personne, comme si quelqu'un s'exprimait directement. Oui, parce que en plus ce passage-là, il vient assez tard dans le récit. Du coup, avant vous pensiez, c'était pas le moment d'utiliser la première personne, c'était vraiment. Non, avant j'en avais pas. Oui. Non, j'en avais pas senti la nécessité. Seulement à ce moment-là où je me suis dit que c'était quelque chose qui me semblait judicieux aussi par rapport au rythme en fait, et la nécessité, je pense, d'une respiration. C'est-à-dire que mine de rien, à un certain point, le simple fait de passer au il, du il au je, comme ça, je pense que ça crée comme une ellipse en fait. On ne sait pas de quelle nature elle est. Bon, elle est aussi dans le contenu puisque ce qu'il y a avant et ce qu'il y a à ce moment se passe pas exactement au même endroit et n'est pas du tout sur le même mode, mais j'ai l'impression qu'aussi simplement le passage grammatical de l'un à l'autre joue dans ce sens-là. Et du coup, la question du silence est assez importante. Quel est le but de ce silence, justement ? Dans le livre ? Oui. Entre les deux personnages ? Oui.
Ben, comment dire? Non, mais simplement le fait que ces deux personnages se parlent pratiquement pas. Et du coup, c'est un silence qui est un silence de tension, en fin de compte. C'est un silence de non-dit. C'est toutes ces choses-là. C'est un silence qui, en fin de compte, est le contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer du silence, c'est-à-dire du calme, du calme, de la paix, etc. Tandis que là, c'est plutôt un silence qui est furieux, je dirais, ou qui est violent, quoi. Et paradoxalement, c'est même un silence qui est assez bruyant parfois. Mhm. Qui est presque, on pourrait dire, assourdissant, en fait, d'une certaine manière, parce que tu te dis quand est-ce qu'il y en a un qui va faire quelque chose ou qui va dire quelque chose à l'autre. Ça, c'est sûr. Il y a aussi, je trouve, alors je sais pas si c'est ce silence qui crée ça, mais aussi à certains passages une forme de déshumanisation aussi. Par exemple, surtout le point de vue qu'adopte le jeune homme sur l'enfant, qu'il ne nomme jamais l'enfant d'ailleurs, mais le truc. Est-ce que c'était important pour vous justement de dissocier ça, en fait, dans le sens où il y a un rapport très différent entre le jeune homme et la jeune femme, parce que elle n'a pas du tout forcément le même rapport avec l'enfant. Pour moi, l'idée de les présenter avec une forme de déshumanisation, c'était, comment dire, c'était aussi un rapport de distance aussi avec eux qui, moi, me permettait d'exprimer des choses de manière plus claire, c'est-à-dire comment ces personnages ont certes une intériorité et tout, mais déjà comment ils sont le produit d'une société qui les entoure, et donc avec quelque chose finalement d'assez mécanique. Il y a même le terme de la machine qu'on retrouve aussi dans le livre à des moments. Et donc oui, qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre, pas je dirais pas du déterminisme, mais que quand même on soit sur deux personnages qui présentent davantage des mécaniques sociétales à l'œuvre, plutôt que des intériorités et de la psychologie en premier lieu, quoi. Oui, et d'ailleurs sur cette question-là, c'est des personnages qui sont assez hors du cadre, on va dire. Il y a notamment un passage où la jeune femme parle du monstre et de la monstruosité. Est-ce que justement aussi cette incapacité à parler, c'était aussi lié à tout ça ? Ouais, d'une certaine manière. Je pourrais dire oui, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas la nécessité de les faire parler plus que ça, parce qu'il y avait déjà beaucoup qui était dit dans leur, on pourrait dire, monologue intérieur, d'une certaine manière. Et ensuite, pour ce qui est de elle et de la manière dont elle se conçoit elle-même, ouais, j'ai le sentiment que même si le mec parlait d'elle, ça allait peut-être être du trop ou des choses comme ça, quoi. Et je voulais aussi vous faire réagir sur un autre aspect, sur l'enfant qui n'a pas de nom. Et à un moment donné, il est dit c'est bien qu'elle lui a pas donné de nom au truc dans le panier. Ça veut sans doute dire que c'est rien pour elle. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Est-ce que le fait de ne pas lui donner de nom, c'est aussi une certaine façon de pas lui donner vie d'une certaine manière, ou en tout cas comme si tant qu'il n'était pas nommé, il n'existait pas vraiment ? Ah oui, complètement. Ça, pour moi, l'idée, elle était de présenter un schéma de déshumanisation, et qui commence déjà par le fait de pas lui donner de nom, qui est un peu le premier truc qu'on fait avec un être humain, même avec quelqu'un qui adopte un chien ou je sais pas, qui achète un cheval ou je ne sais quel, ou un oiseau, où on donne toujours un nom. En revanche, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent un nom à leur aspirateur, ça c'est assez rare. Et du coup, ouais, pour moi, il y a ce truc de comment
doucement il y a comment dire, pas une industrie, mais doucement il y a une machination qui tend vers la mort et qui commence notamment avec le fait de déjà pas donner de vie au nouveau-né, quoi, à la chose qu'ils ont à côté d'eux. Il y a ça, et puis ensuite il y a évidemment l'espèce de, comment dire, d'échanges qui se font entre les deux de responsabilité, qui est un truc qu'on connaît et qui sort pas de nulle part non plus, parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans notre société, dans notre histoire, qui est la division des tâches déjà au travail, puis ensuite dans des entreprises de mort. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire la division de la responsabilité. Comme ça, chacun se dit, moi j'ai juste fait ça, moi j'ai juste fait ça. Mais quand on met le tout, à la fin, on met tous les trucs l'un à côté de l'autre et que ça nous fait un tableau d'ensemble, il y a la mort au bout, quoi. Et d'ailleurs, toujours à propos de la déshumanisation, vous parliez des chiens là, c'est aussi la face. Enfin, elle le voit aussi comme un chien. Ouais, c'est. En tout cas, chez elle, je sais pas si c'est une manière de le déshumaniser lui, c'est avant tout une manière de le qualifier et je dirais de l'insulter d'une certaine manière. Je pense que de sa part, ouais, c'est plus comme ça. Mais c'est vrai qu'ensuite, pour moi, c'était assez intéressant qu'elle le définisse davantage selon un caractère animal que quelque chose d'humain, quoi. Ce que j'ai trouvé aussi assez impressionnant, c'est la façon que vous avez eu de passer de l'un à l'autre, de façon assez fluide finalement. Comment vous avez travaillé là-dessus ? C'est ce que je disais un peu, c'est-à-dire que c'était assez naturel. C'est pas trop quelque chose que j'ai pensé finalement. C'était vraiment c'était vraiment un truc que c'est un peu abstrait à dire comme ça, mais comme un échange d'énergie, c'est-à-dire que si on écrit en fait, je dirais que c'était un peu ça comment dire, j'essaye de trouver un autre exemple, mais disons que s'il y a quelqu'un que vous détestez, j'ai l'impression que ce serait assez facile de le faire. Il y a quelqu'un que tu détestes, et puis tu vas lui faire sa fête en écrivant un truc et puis quand là t'as tout dit, tu vois, et tu vas prendre l'autre personnage et tu fais l'inverse. Et puis en fait, bizarrement, parce que l'autre a dit des choses, tu vas avoir envie d'y revenir, quoi. Okay. Et donc en fait, c'était un peu ça le truc. C'était un jeu de va-et-vient. C'est ça. Et du coup, c'est peut-être aussi de là que vient le fait qu'on a le sentiment que ça glisse bien. Parce qu'en fait, on a le sentiment que on passe de l'un à l'autre, pas quand moi j'ai décidé de le faire, mais quand il y avait la nécessité intrinsèque qu'on passe, quoi. Il est aussi question, je trouve, de la question du pouvoir masculin, parce que déjà, on commence par ses pensées à lui, et c'est lui qui décide de beaucoup de choses. Est-ce que c'était aussi important pour vous de mettre en avant cette question-là ? Ah oui, c'était essentiel, c'est-à-dire de toute manière, c'est pas quelque chose que j'ai inventé non plus, hein. Enfin, je veux dire la structure telle qu'elle est de notre société, quoi, le patriarcat, etc., et le fait que ce soit lui qui décide à peu près de tout ce qui se passe, quoi. Donc oui, non, ça c'est sûr que c'était très important. Oui, je voudrais vous faire lire un passage du coup, si ça vous va. Ouais. Personne pour arrêter cette trajectoire folle. Un faux couple, mais avec un vrai enfant. L'enfant suffit pas à faire un couple, c'est comme si elle apprenait la vie d'un coup, en accéléré, en marchant sous ce soleil si lourd que c'est comme s'il lui enfonçait de force la réalité du monde dans la tête. Elle est sur la route à côté du chien handicapé et ils ont un enfant ensemble, c'est ça sa vie, et ça fait pas d'eux un couple pour autant. Ça fait d'eux des monstres, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Un assemblage monstrueux de choses incompatibles, comme un tissu de fortune, rapiécé pour sauver les apparences, fragile tout pareil que le couple qu'ils forment et qui peut se déchirer à tout moment et déverser sur le monde la boue qu'il contient, le mal qu'il dissimule. C'est une définition qu'il a toujours marquée quand elle était au collège, la seule retenue jusqu'à aujourd'hui, la définition de monstrueux. Elle a toujours eu peur de ça, en se regardant dans le miroir, de si elle correspondait peut-être à la définition énoncée un jour par son professeur dans l'indifférence totale de la classe alors qu'elle écoutait, inquiète, de si, peut-être, c'était elle la définition de ce mot, et en marchant sur la route sous le soleil, elle se dit que oui, elle correspond finalement à la définition du mot monstrueux, qu'elle en est même à l'origine. Merci.
Et du coup, oui, c'est des personnages qui sont un peu cassés tous les deux. Euh, je trouve qu'ils correspondent aussi à des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant. Est-ce que c'était important pour vous justement de de donner une voix à ceux qui n'en ont pas forcément? Enfin, une voix, ou un silence en l'occurrence, mais... Bah, ouais, d'une certaine manière, oui, c'est sûr que j'ai toujours voulu, et ça se retrouve aussi dans les histoires que j'ai pu raconter avant, mais sous une forme cinématographique, oui, c'est de choisir des personnages du quotidien, c'est-à-dire les choses qu'on... Enfin, c'est la rubrique fait divers, quoi. C'est-à-dire c'est les choses qui passent en silence, et pourtant j'ai le sentiment que souvent il se passe des choses dans ces événements qui disent énormément de la société dans laquelle on est. Même si ils passent sous silence, justement, souvent on les raconte pas. Et c'est ouais, je pense que c'est un peu comme ça. Il y a un autre passage que je trouve très intéressant aussi. Donc je cite le récit. Elle s'est cachée dans sa chambre étudiante à partir du moment où elle a commencé à devenir un monstre et elle a commencé à fréquenter les gens du quartier autour de sa chambre, des gens qui n'avaient pas son âge, beaucoup plus âgés, des gens à qui elle n'avait jamais parlé de sa vie, mais qui, maintenant qu'elle avait ce truc qui la séparait du reste des gens de son âge, devenaient soudain les gens avec qui elle pensait qu'elle devait parler, son nouveau monde à elle, le monde des monstres reclus et cachés. Du coup, c'est un peu la confrontation de mondes qui vivent dans le même espace. Un monde, est-ce que un monde qui ne l'accepte pas et ce monde-là qui l'accepte, est-ce que c'était aussi cette dualité que vous vouliez montrer avec ces personnages-là? Bah, avec la fille, oui, c'est-à-dire Oui. à un moment où elle se trouve dans une situation qui la met hors de tous les contextes dans lesquels elle devrait. C'est-à-dire qu'elle peut pas participer à ce monde-là non plus parce qu'elle est peut-être Oui. trop jeune. Elle peut pas participer au monde de son âge parce qu'elle est trop âgée, entre guillemets, du fait de la situation dans laquelle elle est. Et donc, oui, il y avait un truc de comment arriver à exprimer ce moment de profonde solitude, je dirais, d'une certaine. Enfin, je sais pas si c'est solitude, mais isolement, en tout cas, Oui. par le fait des choses, quoi. Et il y a plusieurs passages qu'avec plusieurs collègues on a trouvé très percutants et très poignants, notamment quand vous parlez de la santé mentale. Euh, et, euh, et notamment de ce qu'on pourrait considérer comme des crises d'angoisse. Alors, en fait, c'était assez particulier parce que quand on en parlait, c'était des choses qu'on avait vraiment pu ressentir, mais du coup là, mis en mots, c'était assez particulier. Est-ce que ça vient d'un vécu du coup, d'avoir mis, enfin, on a trouvé ça d'une telle justesse en fait. Ah bah oui, complètement. Non, complètement. Oui, bah c'est un truc que je connais, je connais moins maintenant, mais que j'ai connu et contre lequel je me bats, quoi. Oui. Mais oui, bah il y a complètement de ça. Et puis dans l'angoisse, dans ces choses-là, il y a toujours une espèce de, pour moi, il y a toujours un truc qui est très compliqué, c'est qu'en fait ça se manifeste à travers des pensées qui finalement ont pas beaucoup de rapport avec la nature de l'angoisse en elle-même. Souvent c'est mon sentiment, et donc il y a une espèce de point noir, c'est-à-dire qu'à un moment il y a quelque chose qu'on aimerait toucher et qui en fait reste complètement au fond de soi, quoi. Et c'est à cet endroit-là que ça se situe, et je saurais pas exactement comment le verbaliser, mais tu as le sentiment qu'en fait c'est c'est quelque chose qui est inatteignable en fait, et qui te fait penser des choses, qui te fait fantasmer des choses tout autour, mais qui pour autant ne sont que en fait des manifestations de quelque chose auquel tu n'arrives pas à donner de nom, quoi. Un peu comme un traumatisme, un truc comme ça, quoi. Et c'était important justement de faire ressortir cette angoisse avec la jeune femme en particulier. Ouais, essentiel. Je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup à mon avis, il y a plus de choses de l'ordre de la personnalité, je dirais, enfin,
pour le prendre d'une autre manière, je pense que je me suis plus servi d'elle pour parler de moi que Ok. je me suis servi du mec. Oui. Après, dans le mec, il y a aussi des choses à moi, évidemment, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ce truc de l'angoisse, il est Ouais. plus passé chez la Ouais. fille que chez le mec. Ça, ce serait plus juste de dire ça. Il y a aussi une scène très forte qui est la scène de l'anniversaire, où en fait elle retourne chez ses parents à ce moment-là. Et c'est une scène qui est très visuelle, très cinématographique aussi, notamment quand elle regarde à travers une fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Bah, c'est en fait, elle est très visuelle parce que c'est vraiment un moment où s'opère une scission entre elle et le monde autour. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était au moment où j'écrivais cette scène, c'était l'enjeu principal. Et donc, je pense que, évidemment, que la fenêtre, un peu comme je le disais avant, vis-à-vis de l'idée de la vitrine, quoi, c'est-à-dire d'observer quelque chose. Enfin, une vitrine, c'est des mannequins, c'est des trucs morts derrière. Donc, il y a déjà cette chose-là, je pense, qui était vraiment importante. Et donc, je pense que oui, l'objet de la fenêtre, il était tout trouvé pour ça, c'est-à-dire observer déjà avec une distance qui soit incarnée par une manifestation physique, quoi, qui est déjà une paroi entre elle et le reste. Et Quoi. le monde, Ouais. oui. Et concernant le jeune homme, très vite, c'est un personnage qu'on déteste. Mais c'est bien. Enfin. De par ce qu'il peut ressentir et ce qui va lui faire subir aussi d'une certaine manière. Est-ce que ce côté-là était présent en vous dès le début, de faire de lui un personnage assez détestable finalement ? Ah oui, bah complètement. Oui, non, bien sûr. Non, bah je me suis énervé sur lui, quoi. Enfin, ouais. Non, complètement. Ouais. Non, bien sûr, bah c'était volontaire et puis c'était. Je pense je pense que c'est lui qui porte le plus de. Comment dire c'est lui qui dit le plus de choses, je pense, parce qu'on parlait encore une fois avant là, du rôle des hommes, etc., de la structure patriarcale, tout ça. Donc je pense qu'à travers ça, c'est quand même lui qui traduit le plus de choses du monde dans lequel on est. Quoi. Je pense que ça passe beaucoup à travers lui quand même. Oui. Il y a aussi un élément que je trouve assez important et c'est le puzzle. Parce que donc il se retrouve dans une chambre d'hôtel que lui a réservée et elle a joué à ce puzzle. Est-ce que pour vous c'était aussi une métaphore de ce qui était en train de se dérouler ? Ouais, complètement. Et qui les rassemblait aussi d'une certaine manière ? Ouais, bah c'était vraiment c'est l'idée et d'ailleurs que j'emploie aussi comme métaphore à un moment puisque je reprends l'idée du puzzle ensuite dans 2-3 lignes, un truc comme ça. Oui, bah c'était vraiment ce truc d'une image complètement éclatée en fait et que elle essaye de reconstruire comme ça petit à petit, mais en fait elle arrive jamais au bout de ce puzzle. Enfin, donc, puis d'ailleurs lui il finit par un peu tout foutre en l'air, quoi. Ouais. La fin est assez radicale. Ouais. Est-ce que et il y a peu d'espoir. Pourquoi ? Bah, la fin, elle est radicale. En même temps, comme on dit, on coupe la poire en deux. Oui. Dans le sens où il y en a un qui... Moi, ce que je voulais, c'était, je présente une situation et je montre 2 manières de s'en sortir. Pour moi, la plus noble, c'est quand même la sienne à elle. Parce qu'en fait, ce mec, s'il survit, c'est simplement parce qu'il est capable de suffisamment de distance par rapport à ce qui est en train de se passer pour le supporter, quoi. Oui. Donc oui, pour moi, il y avait deux propositions, mais oui, non, je voyais pas comment les choses pouvaient se dérouler autrement. Oui. Mais je les envisageais pas les deux mourir. Pour moi, ça aurait pas eu de sens, parce que j'ai l'impression qu'il fallait, oui, ça aurait pas été logique. Moi, je pense que le summum pour lui de sa violence, c'est quand même de rester en vie, quoi. Oui. Je veux dire, de se dire que bon, il va quand même, lui, il continue, quoi. Et il continue et sans rien savoir de ce qui va lui arriver à elle.
Oui, bah ça, ouais. Et il en sait rien d'ailleurs. Oui, Mais et il veut pas savoir non plus. Mais ils s'en fichent à peu près parce Oui. que lui, comme il dit, il a réglé son problème. Enfin, leur problème. Oui. Mais donc, lui, il passe à autre chose. Je voudrais vous parler du titre du roman. Mhm. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou en concertation avec votre éditrice? Non, c'est moi, c'était présent, c'était le nom du court-métrage avant. D'accord, Et ok. non, ouais. Non, c'est moi qui l'ai choisi. Et ça vous est venu instinctivement ou Oui, parce que comment en fait, à l'origine, c'était le plomb tel qu'il est écrit là, c'est le plomb de pêche en fait, le plomb que Oui. lui utilise en fait pour couler le nouveau-né. Et donc pour moi, c'était simplement ça. Et après, il y a tout un, comment dire, pas un imaginaire, mais une métaphore qui se file à partir de là, qui est un objet dont la seule fonction est de couler, quoi. C'est-à-dire qui suit une trajectoire linéaire de descente, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que fait le livre aussi. Donc j'avais Oui. l'impression que ça transmettait l'énergie qui traverse le livre aussi. Et en même temps, c'est assez énigmatique comme ça à première vue, parce qu'on peut... Oui. On peut imaginer que c'est... il y a plein d'autres types de plomb, quoi. Donc, mais en tout cas, pour moi, c'est celui-ci. Mais ça me va très bien si quelqu'un y voit autre chose. Enfin, je veux dire, Oui. c'est bien aussi. Ça donne une liberté, je pense, nécessaire pour le lecteur. Oui. Et petit à petit, on va découvrir... Enfin, au fil du roman, on découvre le plan du jeune homme par touche, parce que ce sera... Au début, c'est assez implicite, mais à partir d'un certain moment, d'une certaine phrase qui est assez forte, on comprend, enfin, c'est dit. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on se dit, en tant que lecteur, qu'on voulait pas trop y croire. Et c'est quand vous écrivez le mot euthanasie que là, on sait que l'issue va être fatale finalement. C'était important pour vous de mettre des mots aussi clairement et pas de brouiller les pistes un petit peu? Par rapport à ce qui allait se passer? Ouais. Non, je pense que l'enjeu, c'était d'énoncer le plan clairement dès le début et ensuite de voir comment ça allait se passer. Moi, j'avais pas trop envie de jouer sur... c'est pas des ressorts de suspense en fait. En tout cas pour moi, je voyais pas qu'est-ce qui pouvait, en quoi ça servirait à quelque chose en fait de faire du suspense autour de cette affaire. Je pense que la question elle est plutôt de ok, c'est ça le plan, maintenant comment ça va se passer. Pas de est-ce qu'ils vont réussir à le faire, mais de qu'est-ce qui fait qu'on en est à un tel point que ça va se passer de manière inexorable. Et ce qu'on a envie de comprendre, c'est plutôt qu'est-ce qui fait par rapport à ce que sont ces deux personnages qui fait qu'effectivement cette chose va au bout et de manière relativement implacable. Oui. Et après l'écriture de ce roman, est-ce que du coup vous avez envie d'en écrire d'autres ou... Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il faut que je trouve exactement la chose qui demandera de faire un livre, quoi. Oui. Parce que tout s'exprime pas le mieux avec les mots, quoi. Mais oui, évidemment, bien sûr. Et faut que je trouve un problème, quoi. Oui. Il faut trouver une réponse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos influences littéraires? Ouais. Donc, Plomb, c'est d'abord un travail cinématographique, mais est-ce que ça s'inspire ou est-ce que ça s'intègre de certaines œuvres ou idées Pour ce livre, moi je pense que quand même les deux choses qui me semblent les plus qui aient pu jouer le plus ou en tout cas qui m'ont le plus nourri, je dirais quand même Marguerite Duras. Ok. Mais pas tous les trucs, hein. Moi c'est surtout L'Amant et puis L'Amant de la Chine du Nord, la réécriture, quoi, ces deux choses là et puis Faulkner, je dirais. Je pense que c'est vraiment les deux choses par rapport à ce texte-là où j'ai l'impression que c'est des choses qui ont pu éventuellement me nourrir à un moment, quoi. Ok. C'est pas éventuellement d'ailleurs, je pense que clairement. Mais, Bon merci beaucoup. Merci beaucoup et puis merci beaucoup à tous d'être venus. Hein. Merci beaucoup.
peut-être si vous voulez signer quelques... Vous avez Ouais. pu écouter Timothée Zourabichvili, auteur de Plomb chez Sabine Vespizer, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 5 mars 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.